Bonsoir. Merci d'être là. On va essayer, pour commencer, un petit peu de préciser ce sujet, parce que, justement, quand on en a parlé à l'ACID, cette idée de perdre son scénario pour mieux le retrouver m'a paru tellement correspondre à ce qui, moi, m'est arrivé quand j'ai fait des films, le rapport au scénario qui est très, très complexe. Je pense dans le cas de Nathan aussi, et comme dans le mien, mais dans des registres différents. Et on en revient toujours à cette idée que le cinéma qu'on fait est quand même subit énormément de contraintes, notamment financières, etc. Et à quel point le scénario peut souvent ne pas intégrer, enfin, on parlait, la première phrase est créée en liberté, donc on pourrait dire, voilà, j'écris un scénario et ça y est, on est à Moscou, puis à Tokyo, etc. Donc évidemment, on fait son scénario en liberté, mais après, il va falloir donc deux choses, ces deux axes que je veux soutenir par rapport à cette idée de perdre son scénario, c'est que d'une part, le scénario aujourd'hui va principalement être le document qui va servir à financer le film, c'est-à-dire à amener des gens ou des institutions à investir dans ce film, à le préférer à un autre scénario, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'idées de films comme ça qui circulent, qui s'écrivent, et à quel point il faut que chaque réalisateur intègre ça, parce qu'on peut imaginer justement, et je crois que c'est tout le jeu qu'on va être amené à observer ce soir, c'est à quel point le rêve qu'on a de film, il faut aussi le penser dans sa possibilité, c'est-à-dire sa possibilité d'existence. Pas être comme ça, on ne pense pas un scénario dans l'absolu, enfin on a une espèce de vision, justement, et puis ensuite on la lance par écrit sans trop se préoccuper justement de savoir comment ça va pouvoir prendre forme, mais en même temps on le sait, parce que voilà, on sait que dès qu'on ajoute un personnage, dès qu'on ajoute un nouveau lieu, c'est aussi du financement, enfin, des dépenses qui vont devoir suivre et qu'il faudra trouver des solutions pour lui donner corps. Donc le scénario, il a d'abord cette fonction-là, parce qu'ensuite, on va se retrouver, et on a un système d'aide en France, comme vous savez, tout à fait unique, mais qui en même temps, maintenant, commence à montrer ses limites, enfin, c'est difficile, et donc on se retrouve, quoi qu'il en soit, en concurrence, c'est-à-dire dans des piles de scénarios qui vont aller dans des commissions, qui vont plus ou moins aider ou ne pas aider le film. Donc il a cette fonction-là, déjà, le scénario, ce qui est assez brutal à dire, mais c'est une façon de voir qu'il va aussi servir à ça, et aussi à quel point nous, est-ce qu'on intègre ça, est-ce qu'on se dit pas aussi, voilà, est-ce que ça va aller... Je te coupe un peu. Voilà, coupe-moi. Non, c'est brutal à dire, et puis c'est aussi brutal à vivre, hein, parce que c'est vrai que je crois qu'il y a pas mal de cinéastes ce soir dans la salle. C'est un constat qu'on fait tous. J'en discutais il y a quelques jours encore avec un camarade cinéaste qui me disait on n'est plus des cinéastes, on est des gras de papier. Puisque c'est vrai que l'enjeu du scénario, comme tu l'as dit, c'est que le film puisse être financé. Et donc, on a l'idée, je crois, que ce scénario doit aboutir à une forme très finalisée, très écrite, très aboutie. Donc, d'une part, ça nous engage dans un travail d'écriture très long, où souvent on nous demande de réécrire, puis réécrire, puis réécrire, pour que ce document arrive au guichet, passe les guichets, et voilà. Donc, souvent, c'est des temps très longs, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans de réécriture. Ce qu'on observe souvent, c'est que souvent le désir du film peut s'essouffler pendant tout ce temps-là. Et puis ce qu'on peut se poser comme question aussi, c'est que comme l'enjeu est vital pour le film, donc sur ce scénario, c'est qu'on arrive peut-être trop souvent à des formes
qu'on va retrouver avec des formes qu'on connaît un peu tous, c'est-à-dire la forme classique de exposition, développement, climax, et puis résolution, voilà, des formes qu'on retrouve malheureusement un peu trop souvent au cinéma. Et je dirais que c'est presque pas tant ce classicisme qui est problématique, mais surtout finalement le temps que ça met, et puis d'arriver encore une fois à quelque chose d'abouti, et par rapport à la question qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire comment lâcher son scénario. Je crois que c'est quelque chose qui peut nous en empêcher de le lâcher, parce qu'une fois qu'on l'a tellement abouti, et en fait, une fois que tout est utile dans le scénario, c'est un rapport très rentable au cinéma, arriver à une forme où chaque séquence, chaque dialogue, chaque action vient nourrir le récit, fait que souvent quand on est au tournage, on ne peut plus rien enlever, et on ne peut surtout plus rien rajouter, puisque tout a un sens a priori, et que la recherche post-tournage, post-scénario, post-écriture, est de plus en plus réduite, il me semble. Non, mais c'est justement c'est là où je voulais en venir. Donc à quel point nous on intègre cette idée-là du scénario qu'on ne peut pas nier, qui existe, qui était peut-être justement quelque chose qu'on imaginait moins avant l'arrivée d'un financement du cinéma d'auteur, c'est-à-dire où souvent le scénariste et le réalisateur sont la même personne, ou ils travaillent ensemble. Et donc, seconde partie, en tout cas, une fois que ce scénario est écrit, il va aussi, en tout cas en ce qui me concerne, il a une autre fonction que je trouve moins brutale justement, mais tout aussi importante que celle de convaincre des commissions, qui est aussi d'amener d'autres gens autour de soi à partager aussi cette vision qu'on a. Ça, c'est le côté positif, c'est que ça va aussi servir de document de séduction, non seulement des financeurs, mais aussi des gens qu'on veut amener dans cette aventure. Et moi, c'est là-dessus que je me fonde. Je me dis, si j'ai bien donné à lire ma vision, c'est aussi un acte d'écriture. Hein. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc je pense que c'est important. On m'a une fois renvoyé un scénario en disant que c'était trop écrit, que c'était marqué, il n'a qu'à l'envoyer chez POL. Voilà, on m'a dit comme ça. Il se trouve que POL était président de l'avance sur recette, mais c'était l'année d'après. Donc, je n'ai pas eu cette chance. Mais le principe est que ça sert aussi à ça, notamment pour ceux qui travaillent avec des acteurs. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. En général, c'est des gens que... Mais bon, aussi à l'image, au son, de tous leur dire, voilà, ce que je cherche, on met parfois des illustrations, justement, aussi, dans un scénario, pour donner un peu des idées visuelles. Parfois, il y a des petits bouts de films. Maintenant, ça peut arriver. C'est pas toujours une bonne idée. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas en mettre ou pas. Mais le principe est que, bon, on séduit donc ces instances de financement. Ben là, c'est un concours et tout. Et après, il faut aussi... Moi, le scénario me sert aussi à créer une espèce de galaxie comme ça, où les gens vont se mettre à tourner autour et à donner finalement une espèce d'existence au film avant qu'il existe, de virtualité. Ça, c'est un moment que je trouve très beau et qui un petit peu contrebalance la violence de ces dossiers qu'on vous renvoie en général sans trop d'explications. Et puis qui sous-entendent surtout, oui, que c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir, c'est sûrement très bien pour lui, mais ça nous met toujours dans une situation assez étrange, qui est que parfois, il y a des commissions où il y a 4, 5, 6 personnes qui se connaissent très bien et qui s'apprécient beaucoup, mais qui vont être comme ça mis en concurrence. Et donc le moment où on rassemble une équipe autour de soi est beaucoup plus... chaleureuse, je veux dire ça. Moi, c'est une des fonctions du scénario que j'aime beaucoup. Elle me sert aussi à moi, en tout cas, à aussi donner corps au film. Enfin, déjà le voir. Donc, il y a une fonction, on va dire, très, très prosaïque. Puis, il y a une fonction un peu plus artistique, je trouve, qui, moi, me plaît beaucoup, en tant qu'acte d'écriture et aussi en tant que document qui va permettre à tout le monde de se mettre d'accord. Et ensuite arrive le problème dont on va parler ce soir, c'est une fois qu'on a ce document et qu'on a trouvé les sous, etc., qu'est-ce qu'on fait de ce scénario à l'arrivée, une fois qu'on tourne. Alors là, chacun, je pense, chaque réalisateur aura sa méthode, mais ce soir, on va essayer de se concentrer sur la méthode
de Nathan a écrit justement, contrairement à ce que j'avais imaginé. Bon, on y reviendra tout à l'heure en partant de son premier court-métrage. Mais moi, je pensais que le hasard avait beaucoup plus d'importance dans le film, et je me suis rendu compte en parlant avec Nathan que pas du tout, tout était, enfin pas tout, mais il y avait toute une part tout un réseau d'accidents, de choses qui traversent le film, qui faisaient partie déjà à l'écriture du projet. Mais voilà, vas-y. Non, bah pour un peu rebondir et reprendre l'idée de cette matière de scénario, tout à l'heure je parlais de la forme utile, rentable du scénario plus classique. Moi, je me rends compte finalement sur les 2 films que j'ai pu réaliser, c'est que les scénarios doivent contenir encore la part de mystère. C'est-à-dire que, encore une fois, pour aller dans cette idée, puisque c'est un peu la discussion qu'on doit avoir ce soir, c'est comment on arrive à garder une fraîcheur, une recherche tout au long de la fabrication du film. C'est donc de garder tout un questionnement, un territoire de recherche dans le scénario. Et donc, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses dont moi, à cette étape-là, je n'avais pas envie de comprendre. J'en sais quelque chose, mais j'ai pas envie de l'expliciter. Tu parlais tout à l'heure du rapport à l'équipe. J'aime bien aussi placer les gens autour de moi dans ce questionnement, dans cette recherche, c'est-à-dire que le film est à trouver là-dedans, qui est encore un papier, quoi, qui sont encore que des mots. Donc il y a quand même, je sais que dans les 2 films que j'ai faits, sont des scénarios assez épais, assez même très épais, très touffus. Les films sur les papiers font le premier, je pense, aurait pu faire 5 heures, le scénario. Et le deuxième, je pense, faisait 3h30, quoi, quelque chose comme ça. Donc c'est des récits au long cours, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gras, c'est très étouffé. Et là-dedans, il y a le film. Mais il faut le trouver, il faut le faire sortir. Parce qu'encore une fois, pour essayer d'être presque, c'est un peu ça l'idée, premier spectateur du film, de le faire surgir, qui moi me surprenne aussi à l'écriture, mais ensuite après, j'en comprends pas tout encore. Même quand le tournage arrive, idéalement, il faut que je comprenne le film qu'on est en train de faire, même si on est en fiction. C'est un peu le paradoxe, mais c'est un peu se dire, bon, on va se placer dans une idée où ça peut être ça, mais ça peut être éventuellement aussi ça, et ça, et ça. Donc finalement, le scénario du film que vous allez voir ce soir, il y a évidemment un récit qui est très construit, comme je le disais à Vincent. C'est un film à la fois très écrit, mais qui est fait pour aller se frotter au réel. Vraiment aller se cogner, et d'abord avec le soutien des comédiens, se frotter à un réel, là en l'occurrence au Cambodge. Et c'est presque un rapport au monde, un rapport qu'on a envie d'avoir au monde. C'est-à-dire faire ce film-là, c'est d'abord filmer David, le comédien principal du film, mais c'est l'emmener au Cambodge, et c'est qu'on puisse s'immerger là-bas, se cogner avec ce désir de faire le film. Voilà, c'est une espèce d'aller-retour entre quelque chose qui est programmé et quelque chose qui va venir percuter ce programme, et que surtout on va laisser percuter, et on a envie d'être percuté. C'est un rapport au monde, quoi. C'est comme, voilà, c'est comme se dire, la mise en scène, comme si une mise en scène était très écrite, c'est ce qui est écrit, je veux que ça se passe comme ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie que ça se passe comme je l'ai décidé. J'ai surtout envie que ça se passe autrement. Et on va en parler peut-être après, mais toujours dans cette idée qu'il y ait quelque chose d'unique à chaque fois qui se révèle, un peu malgré moi, un peu grâce à moi. Il y a un peu quelque chose comme ça que je cherche en permanence, quoi. Voilà. Non, mais il y a cette idée, on va en parler après le premier extrait qu'on a choisi, parce que justement le mot a été prononcé, qui est quand même une grande différence avec mon travail, qui est celui de l'acteur. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des acteurs, mais c'est souvent parce que dans la vie, je connais des acteurs et que je les embarque dans ces espèces d'auto-fiction, où je serais un peu, moi, l'acteur. Mais en l'occurrence, je crois que dans le cinéma de Nathan, et dans les deux, enfin, on verra qu'un bout du court-métrage, dans les deux exemples de films, je crois que le rapport avec David, qui doit être par là, est
est extrêmement important hein, dans les deux films, et on a cherché dans nos mémoires des exemples de rapports acteur-réalisateur où l'acteur va un petit peu prendre en charge le mystère justement du film. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, j'aime beaucoup cette idée que le film se définit, et moi au scénario, à l'écriture aussi, on tourne autour de quelque chose, je parlais d'une orbite, mais on ne sait pas exactement on ne connaît pas, et peut-être heureusement, on ne connaît pas le mystère du film. Alors qu'évidemment, les commissions, etc., eux, ils veulent déjà quelque chose qui a eu lieu, comme si on rendait compte d'un événement avant qu'il ait lieu et dont on saurait toutes les... Ce n'est plus un événement, comme vous savez. S'il se passe ça, il n'y a plus de cinéma. Alors là, que ce soit fiction ou documentaire. Si le réel ne vient pas frapper à la porte, et c'est d'autant plus frappant dans l'exemple qu'on va voir, où il y a toute une partie qui est tournée en studio, complètement reconstituée. Donc le réel a été fait, et il n'empêche qu'il déboule à cause de l'acteur dans une espèce de frottement au réel, dans ce qu'il a de plus cru, de premier, comme ça. Et je crois que c'était intéressant donc de repenser à Léos Carax et au rapport qu'il a pu avoir, le nom de l'acteur m'échappe, Denis Lavant, dans ses premiers films, où il y a une espèce de passage de relais comme ça, du mystère du film à celui qui l'a pensé et à celui qui va l'incarner, qui est assez unique. Je ne sais pas si c'est un cinéma que j'aime profondément, mais dans ce rapport acteur-réalisateur, je crois qu'on est dans un des paroxysmes. Il y en a eu certains, hein, souvent, parfois aussi, c'est des rapports que Piala, peut-être, a eu avec certains acteurs, enfin quelque chose comme ça d'extrêmement douloureux en même temps, mais qui est très très fort. Et donc peut-être ça nous permettra de... Alors ça, moi je ne sais pas du tout comment Carax travaille sur les scénarios ou pas, et à l'époque c'était encore un jeune réalisateur, hein. Il n'avait pas encore l'aura qu'il a aujourd'hui, et moi j'avais été presque bouleversé justement par l'investissement de l'acteur dans ce qui n'était jusqu'à présent qu'un texte. Moi j'imagine qu'ils en avaient parlé, etc., et tu nous raconteras aussi comment David Dingeo intervient aussi dans la façon dont les films sont écrits. Et si on voit le court-métrage aussi, on comprendra que c'est un travail à long terme, comme Carax et Denis Lavant, hein, qui ont quand même gardé une grande fidélité dans leurs films. Je propose qu'on voit peut-être l'extrait, et puis on revient à cette histoire pour savoir comment Carax a perdu son scénario en route. M'appelle pas Marie-Henri, moi. M'appelle Madame Jean, moi. Ouais. Oui, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vous revois quand je sonne.
pour qu'on puisse ramasser les cadavres. Les cadavres, bouteilles, bien sûr. Mesdames et messieurs. Ah bah oui, il se casse la gueule, alors viens ici toi. Bon, eh ben, nous aussi. Merde, il y en a marre de t'aider tout le temps. Et nous aussi. Voilà, madame. Mademoiselle. P-U-A-N-E. Là, Denis Lavant n'est qu'un poids mort dans tout ce voyage-là. Donc c'est un quart de ramassage qui s'en va à Nanterre. Et finalement, il plonge son comédien, Carax, il plonge son comédien au milieu de ce cas, et surtout de ses corps. On voit bien qu'il a envie de filmer ces corps-là, ces gestes-là, ces visages, mais surtout ses corps. Et finalement, il ne fait pas jouer son comédien, il le pose ivre ou blessé, on ne sait pas trop, je ne sais plus trop, mais voilà, il le pose là, comme si ça lui permettait de filmer tout ce qui était autour. Et on sent bien que c'est ça qui l'intéresse, de filmer ça. Je crois que c'est une séquence probablement qui est aussi importante pour Carax que pour Denis Lavant. Je pense que pour un comédien, de se retrouver là, d'être là, c'est une manière de trouver une légitimité, probablement, enfin, moi, je comprends qu'un comédien qui joue un SDF puisse avoir besoin d'être là, tout autant qu'un cinéaste qui aurait besoin de le filmer. Et puis, ce qui est assez admirable aussi, je trouve, dans la séquence, c'est que Les Amants du Pont-Neuf, c'est quand même une œuvre très produite, très formelle. Et Carax a la liberté aussi d'inclure ce genre de séquence dans son film. Et c'est une grande liberté, je crois, de pouvoir faire ça. Oui, et justement, tout le monde lui a demandé après, puisque le Pont-Neuf a été reconstruit dans le sud de la France pour tourner les extérieurs. Et justement, enfin, moi, j'en ai jamais parlé avec Carax, que je connais pas bien, mais Denis Lavant, j'avais parlé une fois avec lui, et donc la scène précédente, puisque là, on arrive, il est allongé sur le boulevard de Sébastopol, près des Halles, qui était à l'époque un quartier un peu chaud, et il se fait renverser par une voiture. Et le plan d'avant, donc on a juste Denis Lavant qui part sur ce boulevard plein de voitures. Mais là, je dis, il était ivre, il l'a dit d'ailleurs. C'était plus que ça même, je crois qu'il était complètement parti vraiment. Et il s'est lancé dans les voitures au vrai péril de sa vie. Enfin, j'imagine qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté pour le réceptionner, mais on coupe et on arrive sur ce truc-là. Alors après, je ne veux pas savoir la cuisine du film, comment ça a été tourné, etc., mais je pense que c'est quand même tout ça dans un seul geste et qui s'inscrivait dans un film justement particulièrement produit où tout est joué, parce qu'il y a aussi Klaus-Michael Gruber qu'on voit dans le bus, un autre clochard. Il y a quelques acteurs, je ne sais pas si vous les avez vus, enfin quelques visages qu'on reconnaît comme ça, qui sont donc, il y a une invention d'un type de dispositif justement pour se friter avec le réel,
qui est assez dangereux parce que ça peut virer aussi assez vite à quelque chose d'un peu obscène, ce que moi j'appelle le social gore, c'est-à-dire un peu de jouer comme ça avec ça, à mettre ses acteurs dans des positions limites. Bon, d'abord, on ne l'avait pas beaucoup fait encore, hein, on est presque, et vous avez vu, le filmage change complètement aussi. On est plus presque dans un cinéma documentaire américain independent, justement, que dans le... Et dès qu'on arrive dans des lieux ouverts, là, ça se met à se poser. Dans tout le film, quand c'est tourné dans le Faux Pont-Neuf, est très cadré, etc. Donc il y a vraiment une volonté de rupture dans cette séquence. Et alors justement, peut-être que c'est aussi... Denis Lavant qui l'a voulu, hein. Je ne sais pas, c'est là qu'on en reparlera, on en reparlera à propos de ton film, parce qu'il y a ce rapport très fort où l'acteur devient aussi quelqu'un qui devient presque un corps documentaire. Tu parlais là en plus il est complètement écroulé et on filme le reste avec ce chauffeur qui se met à chanter de l'opéra. Évidemment, là aussi, on peut se poser la question, est-ce que c'est arrivé à brûle-pourpoint et on dit, on le garde, ou alors est-ce que c'est Carac qui a dit non, tu chantes tel air, tel truc, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, c'est le mystère justement de ce qui fait la force de cette scène, évidemment aussi en rapport avec l'autre mode du filmage du film qui est beaucoup plus posé et cadré, hein. Après, moi, justement, c'est presque l'aspect fictif du film, enfin, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais qui, moi, je trouvais à la fin, ne perdait un peu cet équilibre, justement, très fort entre ce truc frotté au réel et ce monde complètement reconstitué. Il y avait quelque chose d'un peu troublant, et je trouve qu'il n'était pas mené au bout. Mais justement, c'est peut-être d'ailleurs impossible de le mener au bout, enfin, je ne sais pas. Mais on voit bien que dans cette quête... alors là aussi, je ne sais pas du tout ce qui était écrit au départ. Et là aussi, peut-être qu'on s'en moque. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant parce que... C'est ce qu'il garde, en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il garde à la fin. Et est-ce qu'il a perdu son scénario ou est-ce que, au contraire, le scénario s'est enrichi de tout ça? Voilà, c'est un petit peu autour de cette question-là qu'on tourne. C'est ce frottage contre le réel, à quel point... enfin moi j'en suis arrivé à un moment où je pense que ça crée le film et que l'art de l'écriture du scénario c'est de préméditer ce moment, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui pourrait arriver et comment le faire arriver, d'être au plus près. Mais en ce qui me concerne moi, le scénario il ne vient pas sur le tournage. Quand on part, on oublie complètement. Mais moi, je suis dans l'autofiction. Donc forcément, je ne vais pas savoir ce qui va m'arriver à l'avance. Et s'il m'arrive quelque chose, on le fera rentrer dans l'histoire. Mais je me rends compte de plus en plus souvent, parce qu'au bout du compte, quand le film sort, qui va dans les festivals, on le ressort, le scénario. Et puis je le relis. Et je ne suis pas si loin que ça. C'est-à-dire que si on a bien... voilà, on définit un noyau, on se débrouille pour pouvoir lancer le projet un peu comme un défi, comme ça, justement, à d'autres qui vont venir dans le film. Et étrangement, alors c'est peut-être ça, justement, aussi une certaine expérience, je ne sais pas, mais ça se met en place de façon à ce que le scénario de départ n'est jamais... justement, il n'est jamais vraiment perdu. Toi, comment tu fais alors? Oui, donc moi sur le tournage c'est pareil, c'est-à-dire que le scénario est déjà parti depuis un petit moment, parce qu'on en est plein de scénarios. Le film que vous allez voir ce soir, il y a 1 an de préparation, donc au bout d'1 an c'est comme si le scénario était totalement intégré, et on est déjà un peu en train de lâcher ce qui est écrit, et on est en train de fabriquer le film déjà sur le terrain, en allant évidemment faire des repérages, en se disant bah tiens, dans le scénario ça doit se dérouler, je sais plus, dans un bar à pute, bah non, ça va se passer dans un gymnase, c'est beaucoup mieux parce que tiens, on va trouver tel éclairage, et voilà, on quitte progressivement l'écrit. Une chose qu'on n'a pas dit, c'est que évidemment, peut-être on le sait tous, mais on va se le redire, c'est que le cinéma
c'est pas du scénario. C'est comment des comédiens, de la lumière, du décor, du son, vont se métaboliser, vont prendre forme en cinéma grâce à la caméra, dans l'espace, dans un espace et dans une durée. Voilà. Donc faire du cinéma, c'est pas écrire un scénario. Il faut arriver à s'en débarrasser de ce truc-là. Il faut arriver. Donc effectivement, moi, quand je suis sur le plateau, je m'en méfie totalement. Je m'en méfie proprement. Il faut arriver à le tordre. Il faut arriver à le mettre en vie. Et voilà. Alors comment c'est toute une espèce de chimie. On va essayer de nommer. C'est un petit peu mystérieux. Moi, ça passe, je crois, d'abord, évidemment, dans mon rapport avec le comédien et dans mon désir de le regarder et dans, je dirais, le contrat qui est un peu tacite, mais qui est très clair, et David pourra en parler peut-être après avec vous. C'est d'abord d'une confiance et de se dire que tous les imprévus, tout ce qui n'est pas écrit, doit être accepté par le comédien. Alors bon, il peut à un moment évidemment lever la main et dire stop, ça ne va pas. La question, c'est pas de le mener dans un endroit où il serait maltraité. Mais par contre, il sait que moi, je vais lui mettre je vais lui enlever ses béquilles en permanence. Je vais lui faire des croche-pattes. Je vais essayer de faire intervenir de l'imprévu en permanence, de manière à ce que justement, il soit pas dans quelque chose d'appliqué, qu'il aurait déjà géré, remâché, et puis... Non, il faut arriver à mettre en vie, quoi. Il faut vraiment trouver comment, et je reviens sur cette idée de comment on se positionne face au monde. On ne délimite pas, le film, encore une fois, que vous allez voir ce soir, il n'y a pas un périmètre de sécurité autour de la caméra qui fait que personne ne rentre, et au top, le figurant doit passer. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est au contraire, vous rentrez. Que le monde rentre là-dedans et que ça nous perturbe dans le bon sens du terme et que ça vienne enrichir, que ça nous emmène là où on n'avait pas prévu. Moi, c'est ça qui me plaît. Encore une fois, je pense que pour en revenir au scénario, je suis moins intéressé par écrire une histoire, bien que, évidemment, mais c'est le minimum social, j'ai envie de dire, de raconter une histoire. Donc il y a raconter une histoire, mais il y a surtout faire naître des mondes, faire naître des moments, et que ces moments, idéalement, il soit unique, qu'il y ait quelque chose que je ne pouvais pas écrire, quelque chose que je n'aurais même pas osé écrire. Voilà, bon, après, il faut qu'on montre peut-être un peu des exemples pour appliquer ce que je viens de dire, mais bon, peut-être on met un autre exemple. Non, mais justement, je voulais en venir à ça, parce qu'on a choisi donc de montrer chacun dans nos films des choses qui peuvent avoir rapport avec cette perte du scénario. Et en y réfléchissant, justement, j'ai repensé au dernier long métrage qui soit sorti en salle, Orlando Ferrito, qui était un scénario assez abouti, sauf que, bon, moi, ayant cette espèce de protection du documentaire, je ne me suis pas sommé de raconter, enfin, qu'il y ait le début, la fin déjà bien... mais il faut quand même préciser un petit peu où on va, il faut convaincre. J'ai évidemment l'avantage d'avoir d'autres films avant, donc les gens peuvent se douter de se raccrocher à d'autres expériences. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une commission du premier film, hein, parce que c'est évidemment votre scénario aussi, il est porteur de ce que vous avez proposé comme expérience déjà avant de cinéma. Et Orlando Ferrito, c'était donc un scénario assez écrit, mais vous allez voir que c'est le tout début du film. Tout ce qui est filmé n'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que je suis arrivé à Palerme pour tourner. Bon, on avait quand même des petits entretiens qui étaient prévus, des rencontres avec des gens, etc., des points de repère. Ça, mon assistant, il me le dit à chaque fois, il me dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va tourner, parce que moi je suis là à dire, bah attends, on va voir. Il dit non, il faut commencer. Donc il y a beaucoup aussi de paysages, beaucoup de promenades qui sont un peu les repérages du film. Et puis parfois il y a des choses qui jaillissent comme ça. Mais qui, au bout du compte, quand on reprend le scénario une fois que le film est fini, on se dit c'est presque comme si c'était prévu, quoi. On se dit, voilà, et bon, on reviendra sur un exemple concret, puisque vous aurez la chance de voir
un extrait du court-métrage que Nathan a fait avant ce long, et de voir aussi que chaque film sert aussi un petit peu à l'écriture du suivant, comme une espèce de... enfin, à la conception du suivant. Et donc, il y a ce fait-là, et ce que moi j'appelle se laisser traverser, justement, par le réel, laisser le film, c'est aussi qu'on a placé une espèce de... Moi, j'appelle ça comme un filtre, une grille qu'on va mettre devant le réel, et tout va aller dans le sens, et sur cette grille, c'est marqué Orlando Ferrito, et à partir du moment où on commence à tourner, tout va rentrer dans cette machine. Et mon grand bonheur, c'est quand quelqu'un de l'équipe part comme ça, avec la caméra dans le, il me revient, ah, j'ai vu un truc, c'est très Orlando Ferrito. Il savait pas du tout, on ne savait pas du tout l'histoire, mais il avait compris que ça avait à faire avec le film. Et elles ne seront pas dans le début, mais c'est justement aussi un clochard céleste comme ça à Palerme qui parlait tout seul. Et je lui dis, voilà, ben c'est ça, et c'est devenu l'empereur des marionnettes, etc. Mais c'est peut-être parce que cette grille, justement, on l'avait pas mal travaillée. Et peut-être que plus c'est écrit, plus on peut perdre et retrouver son scénario. Enfin, il y a plusieurs questions. Et le cas de la fiction, effectivement, en tout cas en ce qui concerne Nathan, j'ai l'impression qu'elle est vraiment, non pas un prétexte au sens, c'est pas important et tout, mais un prétexte, c'est-à-dire que ça préexiste, ça, et c'est ensuite tout le réel, les acteurs, les liens qui le lient, qui vont nourrir cette fiction qui en soi, au niveau diégétique, est très simple. Enfin, voilà, il y a de très belles choses. Et moi, dans les scénarios, il n'y en a presque pas du tout. Il y a juste l'idée qu'on va traverser une île, aller voir des territoires souvent, parfois des objets culturels aussi, soit des tableaux ou de la musique qui vont venir comme ça, et il y a une grille qui va se faire, et le film il va se tramer là-dedans. Donc petit exemple, le début d'Orlando Ferrito, d'un scénario perdu et je l'espère retrouvé. Chercher la bonne place. J'ai relu le livre dans l'avion. J'arrive juste à temps pour le départ du cortège. Ils sont tous là. Massimo, Fiorella. En 1975, j'étais encore un enfant. Mais la catastrophe qu'annonçait Pasolini, la disparition des Lucioles, je l'ai vu arriver lentement, sourdement, partout. J'aime ce pays, ces gens, plus que tout au monde. J'y ai appris la beauté, la ville, l'art de vivre dans la beauté des villes. Je regarde autour de moi, les banderoles, les visages. Je serre le petit livre de Georges Didier Huberman dans ma poche. Il me porte. Les passants, les commerçants de la Via Maqueda regardent médusés la première manifestation gay à Palerme. Certains syndicats se sont mêlés au cortège, les militants des centres sociaux, quelques Tunisiens. Survivance des Lucioles. Comme Georges, je n'ai jamais désespéré de l'Italie. Je ne peux pas, je ne veux pas. C'est le laboratoire. J'ai connu les années de plomb, puis les années de boue. J'ai vu les villes tomber les unes après les autres, Bologne, Rome. Mais en Sicile, l'éblouissement premier est revenu, intact. À nouveau, je me sens faire partie d'un tout. Ces gens, j'aimerais leur exprimer l'espoir qu'ils me donnent. Ils m'ont ouvert les bras. Le cortège est presque arrivé à l'hôtel de ville. La nuit vient, on se disperse déjà. Quand je l'ai rencontré à Paris, Georges m'a confié son texte, sa parole, ses lucioles. À moi d'en faire quelque chose de concret.
Alors de survivance des Lucioles, je ferai le livret d'un drame, d'un opéra, d'un conte. On verra. Pour ceux qui n'ont pas vu Orlando Felice, vraiment je vous invite à aller voir le film. Il est sorti en DVD il n'y a pas très longtemps, à le voir, à le découvrir. C'est vraiment un film lumineux. C'est un chef-d'œuvre ce film. Mais voilà, la manifestation, c'était pas du tout prévu, par exemple. C'était un hasard total. Et je pense que maintenant, il faut que tu nous parles du rapport que tu as avec David, parce qu'on va voir justement... là, moi, je fais mon propre acteur. Peut-être on peut lancer très vite le dernier extrait. Mais oui, mais que tu présentes un petit peu par rapport au film qu'on va voir après, juste nous dire dans quel ordre ça marche, parce que je crois que c'est très intéressant de les voir assez successivement. Ouais, donc l'extrait qu'on va découvrir maintenant, c'est issu d'un court-métrage qui s'appelle No Boy, qui est d'une certaine façon l'esquisse du film avant l'aurore. Voilà, c'est un premier voyage que je fais avec David au Cambodge, qui est au départ un voyage, disons, touristique, où on sait qu'on va fabriquer quelque chose d'assez libre, faire un geste de cinéma durant ce voyage. On ramène ce court-métrage, et de cette expérience et de ce premier film va naître le personnage de Avant l'aurore, et surtout le désir d'y retourner et d'en faire quelque chose d'un peu plus écrit, cette fois-ci, un peu plus ambitieux. Voilà, donc c'est une première rencontre avec le personnage de... Est-ce qu'il y avait un scénario quand même? Alors là, il y avait une trajectoire, c'est-à-dire une trajectoire très simple. Un type va assouvir son désir de se travestir. Et à chaque fois, peut-être une ligne ou deux selon notre voyage, selon nos rencontres, quelque chose qui venait s'ajouter, se déformer. Voilà, les choses... Alors, on regarde l'extrait, puis comme ça, je peux aussi en parler de manière plus appliquée, quoi.
bah, donc il y a un premier moment où on voit bien, c'est presque de la caméra cachée, on peut dire. Hein, on a placé la caméra au-dessus. Et le jeu, c'est que je demande à David de ramener 5 $ dans les 3 minutes. Il a 3 minutes pour ramener 5 $. Tout en ramassant, puisque le personnage ramasse des choses, il fabrique des choses qu'il ramasse, et des choses qu'il ramasse. Donc voilà, il a ces 2 choses à faire. Et bon, ça produit ça. Alors ça, c'est pas si intéressant que ça, mais il n'empêche que ça nous amuse. Et puis, après, il y a ce plan où il fait le sport, là. Alors, il y a évidemment ce truc qu'on trouve très drôle, cette dame qui... On le met à côté, comme Denis Lavant est posé au milieu de... Bon, voilà. Et puis après, il se met à faire le sport, là. Et puis, il s'arrête. Et à ce moment-là, il y a ce monsieur qui arrive, ce vieux monsieur qui arrive, qui est évidemment pas prévu. Et donc, je vois ça. Il suffit de dire à David, sors par la droite, et à l'opérateur, tu restes sur le monsieur qui fait du sport. Et ça, évidemment, si je l'écris, en fait, je vais même pas oser l'écrire. Parce que c'est aussi un film qui est non seulement sur le corps, mais sur le vieillissement du corps. Et donc là, à ce moment-là, on peut moins le comprendre juste avec l'extrait, mais ça dit beaucoup de choses du personnage, avec l'arrivée de ce vieux monsieur qui reprend sa place, qui reprend la place de David. Et je crois que je peux pas l'écrire, ça, dans le sens où peut-être que je trouverais ça trop gros sur un papier. Mais comme là, ce monsieur n'est absolument pas gêné par la caméra, il vient et il s'inscrit et ça crée un plan que, évidemment, j'aurais pas imaginé, tout simplement. Et puis ensuite, autre plaisir, David va se mettre au milieu des danseurs et on profite de non seulement la musique, mais des gens qui sont là. Et on continue d'écrire avec ce qu'on trouve, avec ce qui se propose à nous d'une certaine façon. Alors, c'est pas que comme ça, on l'a repéré, ce groupe de personnes qui fait du sport. On se dit, mais oui, on a très envie de filmer ça. Ça correspond tout à fait avec ce personnage qui est sur son corps, qui travaille son corps, etc. Voilà comment les choses peuvent être accueillies et où on peut aussi profiter. Enfin, voilà comment on fait des allers-retours. Mais justement, donc par rapport au film suivant, comment tu as réussi à mettre par écrit justement c'est ce travail qu'il faut faire pour que toute cette expérience du court-métrage et du Cambodge que tu avais déjà avec David, j'y pense, tu parlais de la musique, c'est ça par exemple, c'est très important dans Avant l'aurore, la façon dont la musique vient nous agresser tout le temps. Et ça, est-ce que c'est des choses que tu avais repérées dans le monde sonore, par exemple, de ton premier film, mais comment est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu dis, il y a une musique stridente qui passe, ou est-ce que tu ne l'écris pas dans le scénario? Fort de l'expérience du premier court-métrage, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, je sais que plus tu décris beaucoup. Le scénario, tu parles du scénario. Ouais. Oui, le scénario d'Avant l'aurore, c'est une forme assez littéraire. C'est pas une continuité dialoguée. Les dialogues sont dans le texte, quoi. Donc déjà, c'est plus noyé. Le comédien, il va moins avoir sa ligne de texte. Tout ça est un peu noyé. Puis évidemment, s'il veut rajouter des choses, on va essayer de le rajouter, enlever. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quelque chose de très touffu, très copieux et plutôt littéraire. Mais au niveau des lieux, des ambiances, tu as mis à profit l'expérience de ce court-métrage, mais tu l'as quand même après repassé par l'écriture. Ça me donne surtout envie d'en comprendre quelque chose. D'ailleurs, ce premier film, je me dis, mais d'une part, je comprends que c'est un territoire de cinéma, parce que je vois bien que le monde, il y a une caméra, mais le monde continue de se dérouler sans aucun problème. La caméra ne pose pas de problème, et donc moi, c'est exactement ce que je cherche. Je me dis, bon, cet endroit-là, c'est fait pour moi, il faut que j'y retourne, il faut qu'on fasse quelque chose d'un peu plus, cette fois-ci, un peu plus écrit. Donc ça me donne surtout le désir d'y retourner avec David, et puis d'en comprendre quelque chose. Donc on y retourne, et puis on y vit 1 an. On écrit le scénario, et puis on y vit 1 an, et là on prend de la musique plein la tronche, et ça, forcément, on sait qu'à un moment ou un autre, c'est écrit. Il y a un mariage, il y a ce fameux bruit de la soupe. Enfin, c'est écrit, mais c'est dans le scénario. Dans le scénario, c'est peut-être à la séquence 32, mais dans le film, ça va être à la séquence 64. Voilà, ça fait partie de la soupe. Et puis après, il se trouve que ce soir-là, quand on est au marché, quand on fait telle séquence, il y a telle musique qui passe, et puis ça rentre à ce moment-là. Après, ce qui est très prévu, ce qui est très écrit, c'est la forme du film.
qui a tout à voir avec cette idée de comment faire naître des choses uniques qui seraient écrites. C'est-à-dire, mais on en parlera sûrement après le film, c'est encore une fois cette idée de raconter une histoire, mais surtout de faire naître des moments et d'être jeté dans ces moments, dans ces mondes, qu'on passe d'un monde à l'autre et qu'on soit dans un rapport au présent. Le film est vraiment raconté au présent. On est au même, tout du long, on est au même stade de compréhension du personnage. Et pour moi, ça se rapporte, si tu veux, à ces moments. On fait un moment. C'est clair? Oui. Sur la... Non, c'est-à-dire dans l'écriture, dès le scénario, c'est un film qui est très ellipsé, mais je ne sais pas s'il faut qu'on en parle un peu pas trop avant. Non, justement, parlons de son écriture, justement, quand tu l'as conçu, après on le verra et on parlera. Voilà, c'est un film qui est construit sur ces moments. Donc entre ces moments, moi ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre à la coupure, dans l'ellipse, jusqu'où on peut raconter des choses qui ne sont pas dans le film. D'essayer de faire que l'écriture soit dans la coupure, dans l'ellipse. Qu'est-ce que va se raconter le spectateur? Qu'est-ce qu'on peut se raconter entre le plan A et le plan B, dans la coupure exactement? Quel est le chemin que doit faire le spectateur? Donc presque tout le film est construit comme ça, dans un présent, comme ça. On passe d'un présent à un autre, et au spectateur de faire la lumière des ellipses, quoi. Donc voilà, ça c'est déjà dans le scénario, c'est déjà écrit, et il faut ensuite Mais donc ce processus d'écriture, puisqu'on va voir le film, était aussi lié à une immersion dans l'endroit, à une expérience sensorielle du lieu, et on en reparlera après parce que est-ce que David était aussi investi dans ce moment d'écriture? Il a écrit le scénario avec moi, et puis il est parti, on est partis ensemble. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le désir de faire le film, c'est pas juste le film, c'est de le faire comme ça, quoi. C'est-à-dire de partir, et comme tu dis, de vivre, d'être immergé dans quelque chose qui va nous permettre de sortir un film à un moment. Voilà. On parle de tout ça après, parce que je crois qu'il est temps de rendre l'antenne. Non, juste une dernière question. Donc tu l'as écrit Immersion avec David presque sur place, on va dire. Mais comment a reçu le monde du cinéma, justement, des instances, cet objet scénaristique très particulier finalement? Non, c'est un film qu'on a écrit en revenant de ce premier film. On a écrit le film à Paris avec Claude Mercier, qui est l'autre comédienne française du film. C'est un film écrit à 6 mains. Et ensuite, on est parti là-bas. On est parti avec très peu d'argent. Il n'était pas question de passer un quelconque guichet, il était question de faire le film. D'accord. Voilà, on avait un peu de sous, pas grand-chose, mais on avait surtout envie de se tirer et de faire un film. Et donc, ça échappe un peu. On essaiera peut-être parce que c'est une question, comment on peut produire... Donc, il a moins eu, on va dire, cette fonction d'appel d'offres un petit peu que peut avoir un scénario. Et en tout cas, tu ne sais pas encore si ça peut convaincre... Non, s'il y a des producteurs dans la salle, d'ailleurs, je veux bien en discuter. Comment on fait pour... Justement, perdre son scénario, mais voilà, on va voir comment là, tu l'as... à la fois perdu et retrouvé en continuant vraiment ce travail qui était déjà une première immersion aussi. Là, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté, mais on le voit. On est resté 1 an avant pour faire le film. On est resté 1 an en Cambodge. Bon, on vous retrouve après le film. Voilà. Merci d'être resté déjà jusqu'ici. Et puis, on vous retrouve après. Bonne projection.